Bonjour à tous, donc je vais vous présenter ce que j'ai fait durant mon stage à l'OPT, qui portait sur le développement d'une API REST des forfaits télécoms conteneurisés. Ce stage il a été fait dans le cadre de ma licence informatique. Il a été effectué du 2 décembre 2024 au 7 février 2025. Alors je vais commencer par vous présenter l'entreprise, ensuite je vais vous parler de l'organisation du stage. Je vais vous présenter un peu mon projet, toute la partie de développement. Je vais conclure, faire quelques remerciements et enfin il y aura une démo de mon application. Alors l'OPT, il n'y a pas vraiment besoin de la présenter, mais c'est l'Office des postes et des télécommunications. C'est une entreprise qui intervient dans un large secteur d'activité, notamment les services postaux, la finance, la télécommunication et la distribution. Moi j'ai fait mon stage à la DSI, la direction des services d'information, plus particulièrement dans la section du GLIA, GNI logiciel interapplicatif. Alors comment a été organisé mon stage? A été organisé en travail itératif. Donc une tâche m'était confiée, donc je devais la réaliser, donc la développer. Elle a été soumise à vérification grâce à via une pull request, donc sur GitHub. Ensuite, si ces modifications étaient validées, la branche sur laquelle j'apportais ces modifications était fusionnée à la branche principale du projet, la branche main. Il y avait aussi une réunion une fois par semaine, un Scrum. Donc c'était une réunion avec l'équipe où on parlait de ce qu'on avait effectué comme travail, les problèmes qu'on avait rencontrés et les méthodes utilisées pour effectuer ce travail. Et on annonçait aussi ce qu'on allait faire par la suite. Je Il y aura quelques termes techniques qui sont assez importants durant cette présentation, donc je vais vous les définir. Donc une API, qu'est-ce que c'est? C'est une Application Programming Interface. C'est une interface qui permet de faire communiquer les différentes applications via le web, enfin, de les faire communiquer entre elles. Ensuite, un endpoint, donc c'est une adresse spécifique d'une API où on peut envoyer des requêtes pour récupérer ou modifier des données. Le time to market, donc ça c'est le temps entre l'idée et la mise en production. Bon, par exemple là ici une API bien conçue, elle accélère le développement et l'intégration de ses services. La DevEx, donc c'est la développeur expérience, c'est l'expérience de développeur. Une bonne DevEx, ça signifie que l'API ici par exemple elle est claire, bien documentée, elle est facile à utiliser. Alors présentation du projet. Donc pourquoi vous voulez développer cette API? Euh, Tout d'abord parce que sur le site de l'OPT, pour les forfaits télécoms, les données des forfaits, des gammes, elles sont en brut, donc en texte brut sur le site. Donc, mon but c'était de centraliser et de structurer ces données-là pour ensuite, dans une API, pour par la suite l'intégrer, pourquoi pas, dans les services comme un chatbot qui pourrait conseiller les clients directement pour les aider à choisir leur forfait, ou bien directement plugger en fait mon API sur le site de l'OPT pour que ce soit des données dynamiques qu'on puisse modifier facilement. Donc l'objectif, voilà, c'était de développer cette API pour exposer ces forfaits, ces gammes de forfaits de manière standardisée et facilement exploitable. Alors la partie de développement, j'ai utilisé beaucoup de technologies, donc notamment le langage de programmation ça a été Java, l'outil de build ça a été Apache Maven qui permet de voilà, compiler notre application et gérer toutes ses dépendances et ses extensions. Le framework utilisé ça a été Quarkus. Et voilà, notre travail il a été effectué, enfin mon travail a été effectué sur GitHub pour la review de mon tuteur et toute la partie versionnage. Alors là, j'ai découvert tout d'abord le framework Quarkus et j'ai développé un premier endpoint. Donc j'ai initialisé mon projet avec une simple commande qui m'a donné tout un squelette et l'arborescence du projet. Avec les différents répertoires pour le code source, pour les ressources statiques, la configuration, les tests unitaires et puis la pomme XML pour la configuration de Maven. J'ai développé ensuite mon premier endpoint, donc le slash offre, qui avait pour but d'exposer toutes les données sur les gammes de forfaits, donc présenter les gammes de forfaits. Donc pour ça, je me suis rendu sur la page officielle de l'OPT, identifier les forfaits qui me ressemblent et voilà, j'ai mis en forme toutes les données sous forme d'un fichier CSV, donc off.csv, où il y a le nom du forfait, sa description et l'URL qui redirige directement sur le site officiel de l'OPT. Ensuite, donc j'ai configuré Flyway H2. Flyway, c'est un outil de gestion de base de données qui va permettre de créer des tables, de les modifier ou même de migrer des bases de données.
et H2 qui est la base de données en elle-même. Donc dans l'application Properties, j'ai fait en sorte que Flyway se lance au démarrage, j'ai configuré le type de base de données, et après dans le POM XML, j'ai ajouté toutes les dépendances dont on avait besoin, donc Flyway pour la gestion de la base de données, H2 la base de données, Hibernate ORM pour, qui permet de mapper les tables de la base de données, euh, enfin de les manipuler comme des objets Java. Et ResJSON qui permet de renvoyer les réponses de notre API sous forme de JSON en fait. Donc ensuite j'ai créé un fichier de migration SQL pour Flyway pour créer justement la table forfait et remplir cette table avec le fichier qu'on a créé juste avant, offre.csv, où il y a toutes les données sur les différentes gammes. J'ai créé ensuite mon entité JPA qui permet de gérer, grâce à Hibernate ORM, de gérer la table comme un objet Java. Donc ensuite, voilà, on map cette table avec, enfin cette table forfait avec notre entité et on définit les différents champs. Donc voilà, avec notre clé primaire qui est ID. Ensuite, on crée une classe Java pour exposer ces données sur les différents endpoints. Donc ici, notre endpoint offre qui va utiliser, où on définit notre méthode getAllOffre qui effectue une requête JPQL pour récupérer toutes les données de notre table forfait. Et ensuite, j'ai vérifié tout simplement avec HTTPy, avec une requête HTTP GET, voir si mon endpoint marchait bien, et on peut voir que ça nous renvoie bien tout ce qu'on veut, les 5 gammes de forfait avec tous les champs désirés. Ensuite, j'ai développé bah, voilà, toutes les gammes de forfait une par une avec exactement la même méthode. J'ai par la suite containerisé mon API. Pourquoi on containerise? Tout simplement pour isoler mon application avec tout ce qu'elle a besoin pour fonctionner. Donc ce qu'on appelle le runtime complet. Ici, c'est un runtime complet Java. Donc avec la JVM, la Java Virtual Machine, c'était ma version Java avec laquelle j'ai développé mon API. Et voilà, toutes les dépendances et peut-être même les variables d'environnement potentielles. Ça permet l'exécution identique, peu importe la machine, donc peu importe le système d'exploitation, Linux, Windows, n'importe lequel, et ça permet surtout le déploiement, il devient très facile et très rapide grâce à ça. Donc pour ça, j'ai utilisé Gib. Pourquoi? Parce que c'est un plugin de Maven. Il n'a pas besoin de Dockerfile, donc un Dockerfile, c'est un peu le mode d'emploi pour créer un conteneur. Il va déterminer tout ce qu'il a besoin, enfin ça détermine tout ce qu'on a besoin pour faire isoler notre application. Et donc ce qu'on met dedans, c'est l'environnement, les fichiers de notre application, les commandes pour démarrer notre application. Donc Gib, lui, il fait des images, des conteneurs très optimisés qui sont très légers. Et c'est donc assez facile à intégrer, ce qui améliore grandement la développeur expérience. Donc voilà, j'ai fait quelques configurations pour activer la génération de l'image, l'utilisation de Podman. Donc Podman qui est un équivalent de Docker, c'est quelque chose qui va permettre d'exécuter justement des images pour en faire des conteneurs. Donc Podman, la différence avec Docker, c'est qu'il est rootless, il n'a pas besoin de privilèges d'hôtes pour fonctionner. Et j'ai aussi configuré le nom d'image, donc forfait OPTNC. Pour lancer justement mon conteneur, on utilise juste une seule commande et après l'application démarre de façon isolée dans un conteneur et on peut effectuer nos requêtes HTTP comme d'habitude. J'ai par la suite documenté mon API. Donc pourquoi on documente? Voilà, faut garantir une utilisation correcte et efficace pour les développeurs qui veulent intégrer potentiellement utiliser mon API. Donc voilà, ça va permettre de comprendre les méthodes, les paramètres qui sont acceptés par celle-ci, les réponses possibles de celle-ci. Ça améliore aussi la DevEx. Euh, voilà. Pour ce faire, j'ai utilisé les spécifications OpenAPI. Donc c'est tout simplement des annotations qu'on met dans notre code source au-dessus des méthodes et ces annotations décrivent le comportement de l'API en fait. Ces spécifications OpenAPI vont générer des fichiers au format YAML et JSON qui décrivent le fonctionnement de notre API. C'est pas très lisible par l'homme, c'est pour ça que j'ai utilisé Redocli pour générer une documentation HTML statique. Et celle-là, bah, elle est beaucoup plus lisible par un homme, beaucoup plus visuelle et un peu interactif, hein, qui donne les identifiants requis, les paramètres requis, les exemples de paramètres et les exemples de réponses.
J'ai fait la même chose avec BumpSH. BumpSH est aussi un outil qui peut générer de documentation HTML statique à partir de spécifications OpenAPI. Donc celle-là aussi est une très belle documentation. Et BumpSH, lui, en plus de la documentation, il peut générer un rapport de changement de version. À chaque fois qu'on va publier une nouvelle version de notre API, il va dire tout ce qui a changé, donc les méthodes, les, toutes les méthodes qui ont été changées, tout ce qu'on a modifié, supprimé. Donc c'est très pratique. Ça, je l'ai automatisé, donc cette documentation, je l'ai automatisé avec un workflow GitHub Action. Donc qu'est-ce que c'est? C'est GitHub qui met ça en place pour automatiser des tâches. Ça facilite grandement la CI et la CD. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la CI, c'est la continuous intégration, donc qui va automatiser l'intégration de notre application. Donc ça va faire des tests pour éviter qu'on intègre des erreurs dans la branche principale de notre projet. Et la CD, c'est la continuous delivery dans notre cas, euh, qui va délivrer, qui va livrer notre application. Donc là, ça va être plutôt notre documentation. Et on peut voir que du coup, j'ai fait un fichier sur le format YAML qui va générer notre documentation et la publier sur une GitHub page. J'ai fait la même chose pour BumpSH. Donc notre documentation, elle est hébergée directement cette fois-ci sur le site de BumpSH. Ensuite, j'ai écrit donc des tests unitaires et mis en place une couverture de code. Donc des tests unitaires, à quoi ça sert? Bah, ça vérifie le bon fonctionnement et ça détecte les anomalies dans notre code. Donc ça va éviter la régression de notre code. Donc si on veut ajouter une nouvelle fonctionnalité, il se peut que cette fonctionnalité casse tout notre code. Donc les tests unitaires, ils vont servir à détecter où est l'erreur et ça permet aux développeurs de ne pas avoir à vérifier manuellement tout le code. Et ça permet d'avancer beaucoup plus vite, donc d'améliorer le time to market. Ça a été fait grâce à JUnit et Quarkus Test. Et j'ai mis en place du coup la couverture de code avec Jacoco. Donc ça sert à mesurer l'étendue de ces tests unitaires. Pour les tests unitaires, j'ai juste créé un nouveau fichier qui teste toutes mes méthodes. Voilà, ici on teste l'endpoint, enfin la méthode getAllOffer de l'endpoint offre. Donc on vérifie qu'il n'y a pas de valeur nulle et qu'on a bien 5 gammes de forfait. Ensuite, j'ai mis en place la couverture de code avec Jacoco, donc je l'ai ajouté dans le pom.xml. Et j'ai défini le seuil de couverture sur 10%. Donc ça signifie que si jamais moins de 10% des lignes de code sont couvertes, le build il va échouer. Jacoco il nous génère aussi un rapport du coup après le build qui va nous dire notre seuil de couverture, enfin notre couverture de code. Ici on peut voir qu'elle est à 98% et il nous fait tout le détail sur toutes nos méthodes. J'ai utilisé aussi SonarCube, donc c'est un outil d'analyse de code, pareil, il donne la couverture de code, les duplications de code, les vulnérabilités de sécurité. Ça, je l'ai configuré, je l'ai aussi ajouté dans le premier XML, mais je l'ai mis en place dans une CI avec GitHub Action, donc ça a été automatisé et du coup ça a été intégré au pull request. À chaque fois que je poussais du code sur une pull request, SonarCube il me faisait un résumé du code que j'avais poussé, donc sur la couverture de code, la duplication de code et les sécurités, les failles de sécurité. Et si on cliquait sur ce lien, on avait directement sur le site de SonarCube Cloud avec une analyse beaucoup plus détaillée sur le nouveau code qu'on venait de pousser. Donc ça c'était à chaque fois que je poussais du nouveau code, ça m'était très utile. Ensuite j'ai moqué l'API. Donc moquer une API, c'est créer une version simulée d'une API qui imite son comportement réel. Pourquoi on fait ça? Par exemple, on peut le faire même avant que une API existe, soit développée. On crée des mocks, donc une imitation du comportement de l'API qu'on voudrait développer. Et ça permet aux développeurs front-end de ne pas attendre que l'API soit mise en production, de ne pas attendre qu'elle soit finie de développer pour commencer à développer. Donc ça permet de gagner beaucoup plus de temps. Et c'est très réaliste parce qu'on peut faire des vraies requêtes malgré que ce soit des réponses simulées. Et donc ça améliore grandement aussi le time to market. Donc pour cela, j'ai utilisé Microx. Donc je l'ai ajouté au POM.xml comme d'habitude. Et Microx, lui, il prend aussi les spécifications OpenAPI pour générer des mocks. Donc là, on a utilisé des specs OpenAPI d'exemple dans le code source où on précise le nom du paramètre et la réponse qui va être donnée ici.
et les différentes response codes 400, 200, enfin 404 ou 200. Et donc ça après dans le DVUI, dans l'extension Microx, on a les mocks avec les différents paramètres, donc valid ID, invalid ID, la réponse possible, et on a aussi euh, voilà, une URL qui nous est donnée parce que Microx en fait lance un conteneur en arrière-plan, de nos mocks pour pouvoir justement les tester. C'est ça qui nous permet d'avoir des tests très réalistes et de les tester pour les intégrations dans une application. Microx nous donne un indice de conformité, donc ça mesure en fait à quel point les mocks ils sont proches du comportement réel des spécifications OpenAPI, donc du comportement de notre API en fait qu'on veut. En conclusion, ce stage il m'a apporté beaucoup de progrès techniques. On peut voir que voilà, sur le framework Quarkus, je connaissais pas du tout et j'ai pu atteindre un niveau assez bien en un mois et demi, en très peu de temps. Pareil pour les conteneurs, j'ai appris beaucoup de choses pendant ce stage sur le plan technique. Et en termes de développement personnel, ça m'a permis d'avoir un peu plus confiance en moi sur ce type de projet. Donc et ça m'a préparé voilà pour des projets de back-end en me donnant une base sur le back-end pour des projets futurs tels que celui-ci. Alors j'aimerais remercier voilà, toute l'équipe du GLIA pour leur soutien constant, leurs conseils qui m'ont été très précieux et qui m'ont permis de bien avancer tout au long du stage, et surtout voilà, leur bonne ambiance, qui ont bien contribué à la réussite de ce stage. Alors maintenant je vais passer à la démo. Euh, on peut commencer voilà, par aller sur la repository à cette adresse-ci. On peut aller dans un répertoire, celui qu'on veut. Donc, je vais aller sur le bureau. On l'ouvre dans un terminal. Et on peut cloner avec Git la repository. Ensuite, on peut aller dans notre dépôt et on peut lancer notre projet soit en mode développement, soit en mode conteneur. Bon, ici, je vais le lancer en mode développement. Sachant que le mode développement c'est en live reload, ça veut dire que si on effectue des modifications sur le code, on n'a pas besoin de relancer l'application pour que les modifications soient prises en compte. Donc voilà, là l'application est lancée. Voilà. Et je vais effectuer quelques requêtes HTTP sur les différents endpoints pour vous montrer. Donc HTTP GET, c'est sur le port 8080. Je vais vous montrer par exemple offre, celui qu'on a vu. Voilà, sous forme de JSON, avec toutes les informations qu'on a sur les différentes gammes. Et bien sûr, l'URL qui redirige directement sur le site officiel de l'OPT. Je vais vous montrer offre par exemple sur les forfaits M. Hop, forfait M. Hop, on a toutes les informations sur les forfaits M. Et on peut par exemple en chercher si on veut spécialement un forfait, donc le M 1 giga. Tac, on a que celui-là. Je peux vous montrer les abonnements. Ouais, abonnement data seul. Hop, tous les abonnements data seul. Ça, je l'ai divisé en plusieurs catégories, les IMV et l'IM4G. Parce que c'est divisé en deux catégories. Où on a par exemple la recherche d'un abonnement en particulier sans catégorie. Euh, si je veux chercher, voilà, je vais reprendre l'exemple, hein, le forfait M. Forfait M, je sais pas, le 100 Go. Hop, il va aller chercher dans toutes les tables pour nous trouver le forfait, avec toujours la page qui correspond sur le site officiel.